Merci de vous être connectés aujourd'hui. On a mis un petit titre provoqueur parce qu'on aime bien toujours aller chercher un peu les petites bêtes. On va faire un topo sur le marché des SCPI à la fin 2023 par les remontées de l'ensemble des rapports trimestriels qui ont pu être produits par l'ensemble des maisons de gestion. On l'a baptisé SCPI Run ou SCPI Step. Vous allez voir pourquoi. Il y a un marché qui a pas mal bougé. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, juste sur la partie technique, vous avez la possibilité, si vous cliquez sur les trois petits points qui sont juste à côté de votre téléphone, d'accéder à un menu qui s'appelle Modifier la mise en page, qui vous permet de mettre en mode projecteur, qui va vous permettre de mettre tout ça en grand écran, qui va vous permettre de rendre tout ça un petit peu plus lisible. Voilà pour les petits détails techniques. Notre menu du jour, on va évidemment se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, on va faire un mini topo marché immobilier, parce qu'on en a déjà fait un le mois de janvier, mais il est quand même toujours intéressant de pouvoir remettre dans le contexte le marché des SCPI, parce qu'elles ne sont pas hors sol, elles sont dans un marché IMO qui est en pleine évolution. Et on va voir ce qu'il en est. Et puis, on fera une très grosse partie sur le marché des SCPI. J'en profite pour vous dire que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure de la présentation. Il y a la possibilité en bas à droite, vous avez la possibilité de taper vos questions. Et puis, de toute façon, en fin de session, on se garde toujours un petit quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure en fonction pour pouvoir répondre à des questions qu'on aurait zappées en cours de présentation. Allez, petite présentation de qui on est, Deep Invest. Alors, on se baptise à la fois comme une fintech, puisqu'on est un outil technologique, évidemment, mais on est aussi, et on a un statut spécifique d'analyste indépendant, puisque notre particularité, c'est qu'on ne vend pas de part de SCPI. On a lancé différents outils. On existe depuis 2005, mais le site a été lancé en 2019. On propose différents outils à différents acteurs sur le marché, puisqu'en tant qu'analyste indépendant, on doit adresser à la fois les particuliers, les maisons de gestion, les canaux de distribution, donc conseillers en gestion de patrimoine, puis aussi les réseaux. On travaille avec différentes plateformes et différents réseaux, CGP Entrepreneur, Alphéis, et un certain nombre d'autres, Olifant, etc. Notre particularité, donc, c'est qu'on a une énorme base de données qu'on a essayé de valoriser avec des approches différentes. Alors, on a une approche algorithmique qui nous permet de faire des scorings de performance financière, des scorings de performance durable. On pourra revenir dessus si vous avez des questions dessus. Et puis, eh bien voilà, alors Deep Invest, c'est un peu plus de 1200 inscrits maintenant sur la plateforme et on a un peu plus de 40 millions d'euros qui ont été simulés sur l'année 2023 sur nos plateformes, ce qui est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc les analyses, comme je vous ai dit, les notations. On a aussi, par l'intermédiaire de nos outils, des comparateurs en ligne pour comparer l'ensemble des SCPI, puisqu'on va référencer l'intégralité du marché, SCPI fiscal et SCPI de rendement, toutes les nouvelles qui se lancent et qui se créent. Géomapping de l'ensemble de leur patrimoine. On a un peu plus de 12 000 immeubles maintenant qui sont dans nos bases de données. On va aussi, et c'est cette partie-là qui intéresse beaucoup nos amis CGP, faire de l'allocation de portefeuille, parce que vous allez pouvoir simuler ou suivre des allocations de portefeuille. Je reviendrai sur cette partie-là. Et puis, en fonction des problématiques des demandes que vous avez, on en a eu pas mal l'année dernière, si vous avez besoin de faire des arbitrages. Alors nous, on ne va pas aller sur l'analyse du besoin du client, évidemment, parce que ce n'est pas notre métier. Par contre, on va pouvoir vous décortiquer le marché plus spécifiquement au travers des sessions qu'on appelle les deep sessions, qui peuvent être des sessions d'1 heure à 3 heures en fonction de la problématique. Vous nous mobilisez et puis automatiquement, vous avez accès à nos experts. On essaie de se rendre relativement disponible. Puis là, c'est vraiment un one-to-one en visio ou dans nos locaux en fonction. Nos nouveautés, je ne vais pas être très long là-dessus parce qu'on va y revenir après. Grande nouveauté sur fin d'année 2023, c'est qu'on a lancé dans notre outil d'allocation de portefeuille qui permet déjà de faire beaucoup de choses. On a aussi lancé maintenant des indicateurs qui vont vous permettre, en fait, en fonction de la création du portefeuille que vous intégrez directement quand vous créez vos portefeuilles, vous sélectionnez des SCPI et automatiquement, vous allez avoir, évidemment, la performance. Ça, tout le monde la cherche, mais ça on vous la calcule. Mais derrière, on a toute la partie des indicateurs qui, en fait, sont repris de nos baromètres, de nos analyses
puisque derrière, vous allez avoir la possibilité d'essayer d'identifier les SCPI. Alors, portefeuille par portefeuille, on va vous dire les portefeuilles qui sont à risque et pourquoi. Et puis, on va aussi mettre en avant des portefeuilles, dans les portefeuilles, d'autres items qui pourraient être intéressants de regarder par rapport à l'endettement sur tel ou tel SCPI. Ça vous permet vraiment d'avoir une lecture de faire une veille sur l'ensemble de vos portefeuilles extrêmement rapide. Et on sait que vous n'avez pas beaucoup de temps forcément à faire ça. Tout ça, c'est dit sous forme de rapport, évidemment, en DocX. Et puis, notre grande actualité du mois de mars, si vous êtes CGP, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Vous serez les bienvenus. On réalise le premier palmarès des SCPI durables avec nos deux partenaires, l'Info Durable et les acteurs de la finance responsable. On est très heureux de pouvoir mettre en place ce palmarès, qui va venir, on va dire, récompenser non seulement les gérants qui font le travail, mais comme c'est au cœur de tout ça, il y a nos analyses. On est aussi très heureux de pouvoir faire partager à l'ensemble des acteurs, de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur cette dimension de durabilité qui n'est pas toujours forcément très bien traitée parce que parfois un petit peu complexe. Voilà tout ce qu'on sait faire. Allez, première question. Alors, vous allez voir que vous allez pouvoir répondre à des petits questionnaires en cours de session. Alors, la première question, donc je vais lancer le premier sondage. L'année 2023 a été difficile pour les SCPI. Qu'avez-vous recommandé à vos clients? Alors, première possibilité, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mieux vaut sortir avant tout le monde. Deuxième possibilité, je vous l'avais bien dit, les SCPI, j'y n'y crois pas, tenez-vous à l'écart. Et puis, troisième possibilité, c'est un mauvais moment à passer, comme cela arrive régulièrement sur les marchés. Les rendements restent toujours d'actualité. Pour voter, pour ceux qui ne connaissent pas encore la mécanique, vous avez un petit triangle en bas à droite, vous pouvez cliquer dessus. Vous allez avoir un menu qui va s'appeler le menu sondage et vous allez ensuite pouvoir choisir parmi les différentes possibilités qui vous sont proposées. Donc, je redis, l'année 2023 a été difficile. Les CPI, qu'avez-vous recommandé pour les SCPI, pardon, qu'avez-vous recommandé à vos clients? Alors, on a une très forte tendance sur c'est un mauvais moment à passer, comme cela arrive régulièrement sur les marchés. Les rendements restent toujours d'actualité. Très, très largement vote en faveur de cette solution. Alors, on va voir, on va justement pouvoir discuter autour de ces convictions que vous matérialisez aujourd'hui. On est très, très largement sur cette dernière possibilité. Donc, vous êtes quand même en bon endroit parce que nous aussi, on croit toujours que les SCPI sont un très bon outil. Alors, on va faire un micro-topo de quelques minutes, juste pour quand même avoir ça en arrière-pensée et dans la tête. On a eu le régulateur, j'ai pas fait les étapes, j'ai fait juste l'étape d'arrivée. L'année 2023 a été quand même extrêmement lourde au niveau du régulateur qui a commencé par dire qu'il avait des craintes sur les fonds pour demander très officiellement aux banques de baisser les valorisations sur le patrimoine immobilier. Et puis là, finalement, on a peut-être une petite lumière qui s'est allumée après cette remontée extrêmement forte et extrêmement brutale des taux d'intérêt, Madame Lagarde qui nous a dit peut-être que, alors bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Alors, les analystes disent, il y en a qui partent sur le mois de mars-avril, peut-être un peu court, à l'été, pourquoi pas, d'après Madame Lagarde, un peu plus tard peut-être en fonction de, bon, on verra, personne n'en sait rien. En tous les cas, ce qui est sûr par contre, c'est qu'on est probablement arrivé à un plafond, ce qui va arranger un petit peu tout le secteur. Alors en parallèle de ça, on a aussi les banques qui du coup ont compris le signal, c'est-à-dire que elles ont rouvert les robinets du crédit et elles sont un peu moins sélectives que ce qu'elles étaient par le passé. Donc ce qui est toujours une bonne nouvelle. Alors micro-topo par marché pour juste quand même avoir les idées en place. Si on regarde les marchés des bureaux, alors on n'a que des informations pour l'essentiel sur l'Île-de-France, donc c'est pour ça qu'on utilise souvent ces items-là. On a une offre qui reste, quand on dit pléthorique, c'est qu'elle n'a jamais été aussi importante en termes de mètres carrés depuis, vous voyez, on remonte à 2001 et depuis 2001, on n'a jamais eu autant d'offres de surface de mètres carrés, y compris pendant des périodes qui étaient compliquées, comme par exemple, si on regarde ce qui s'est passé autour de 2008-2009, vous voyez qu'on était déjà à un pic, mais là, on a quand même très, très fortement augmenté. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'offre disponible sur le marché.
La conséquence de tout ça, bah, évidemment, c'est, des prix qui sont, très fortement orientés à la baisse sur les bureaux, une fois encore. Ça, c'est ce qui est maintenant désormais constaté et officiel, avec une baisse quand même assez brutale. Alors attention quand même, parce qu'en fait, on a un marché qui est quand même, un peu grippé sur ce segment-là et donc on a, relativement peu de transactions, et ou des transactions qui se font avec des gens qui ont besoin de se désengager rapidement. Donc, ça peut avoir un impact aussi sur cette dimension-là. On a quand même un élément, et c'est ce qu'on dit depuis 2000, le début 2023, on a quand même une sacrée corde de rappel sur ce marché, c'est les loyers qui restent bah, quand même jusque-là de plutôt de bonne tenue, voire même légèrement en augmentation. Ce qui nous fait dire qu'il y a quand même une sacrée corde de rappel, parce que ça soit du neuf ou du restructuré ou de la seconde main, il y a encore toujours des locataires qui sont en place. Donc voilà, il y a une offre qui est pléthorique, certes, mais des loyers qui restent toujours quand même fermes. Si les loyers s'orientaient à la baisse d'un coup, bon, on pourrait quand même là vraiment se creuser le dessus de la tête. On a quand même des loyers qui restent toujours assez forts. Ça veut dire aussi qu'il y a il y a toujours de la demande. Sur les commerces, on va passer très vite, mais la situation pour les commerces est aussi un peu, on va dire, ambivalente. On nous annonce une récession qui n'est toujours pas là. On sait que les commerces sont toujours très sensibles à ces phénomènes de récession qui pourraient arriver. Euh, donc on a à la fois des secteurs qui souffrent extrêmement fortement, par exemple tout ce qui est habillement, et ça c'est en train de se mettre en place une énorme disparité avec le luxe qui prend une place de plus en plus forte, et puis le bas de gamme, entre guillemets, acheté sur Internet ou ailleurs, et puis il y a le milieu de gamme qui est en train qui souffre énormément, et on a énormément d'enseignes du type Camaïeu, etc., qui ont fermé, fermé le rideau. Et c'est quand même une vraie tendance sur les segments autres que, on va dire, les commerces de première nécessité, dont on a maintenant une définition assez précise après le Covid. Euh, et donc, une impact pour ces commerces, quand même, l'impact de l'inflation qui a été extrêmement forte, avec une double peine, parce que les prix ont augmenté, mais pas forcément les marges des commerçants, et ils ont eu les loyers qui ont eu, eux, tendance à augmenter avec les phénomènes de réindexation des loyers. Donc, marché des commerces en devenir. On a un secteur du tourisme où on a mis quelques chiffres, parce que nous, c'est un secteur qu'on trouve toujours très intéressant. On est quand même l'année des JO. Voilà, ça va être une dynamique quand même extrêmement puissante sur ce segment. Et puis, on voit que c'est un segment effectivement, c'est une thématique qui est très sensible à la fois au risque géopolitique, mais aussi au risque écologique. Et puis, et globalement, la crise du Covid a été extrêmement violente pour ces activités, mais vous voyez que la remontée est d'autant plus forte. Donc, c'est quand même un secteur qui reste toujours extrêmement intéressant. Et puis, on termine ce tour d'horizon. Alors, il nous manque deux autres secteurs, mais je vais vous dire juste après pourquoi. On a le dernier secteur le plus sensible, alors pas forcément sur les SCPI, même s'il y en a de plus en plus maintenant qui en proposent, le résidentiel. Alors ce matin, j'entendais à la radio, sur une radio nationale dont je ne citerai pas le nom, qui disait qui citait un écroulement des prix de l'immobilier pour donner ensuite une baisse des prix à 4%. Bon, à 4%, on n'est pas du tout sur un écroulement du marché. Et globalement, on est quand même sur des prix qui restent. Alors, faut regarder après dans le détail, parce qu'évidemment, si on fait des moyennes, c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué. Là, on voit l'indice des prix des logements qu'on a récupéré. On n'a pas encore ceux de la fin d'année dernière, où il y a eu une inflexion du prix très clairement, mais après, ça cache des disparités qui sont extrêmement fortes, puisque derrière, vous allez avoir tout le phénomène liés au diagnostic de performance énergétique, qui sont devenus sur l'ancien le juge de paix en la matière. Vous avez un mauvais DPE, ben faut faire des travaux pour pouvoir le relouer. Donc forcément, vous allez baisser votre prix, mais au bout du compte, il faut quand même réaliser les travaux avec des problématiques dans les copropriétés qui sont extrêmement lourds. Donc on voit que là, il y a eu un petit rétropédalage sur le DPE, sur les petites surfaces, sur tout un tas de points. Voilà, on ne sait plus trop où on en est maintenant sur cette dimension-là, mais en tous les cas, le signal environnemental pour l'immobilier résidentiel, il a été clairement bien reçu par le marché. Et puis, on a la construction neuve qui était stimulée fiscalement depuis des années
par des régimes divers et variés. Les régimes se sont arrêtés et la crise, là pour le coup, dans le neuf, elle est extrêmement profonde et probablement qu'on est qu'au début qu'on est peut-être pas au début, mais au moins au milieu de cette crise et qu'on n'en a pas vu encore le bout parce que derrière, il faut que tout le secteur se réinvente avec des coûts de construction qui ont explosé sur les dernières années pour suivre les fameuses normes environnementales et donc un secteur que sur cette partie-là, le neuf, qui lui est vraiment en souffrance. Alors, on a essayé de faire un petit topo marché et puis après, on va passer au monde des SCPI. Alors, on a mis des points, point vert, point rouge, point orange, pour dire globalement, en essayant de prendre une grille d'analyse, la conclusion de tout ça, je ne vais pas faire tous les secteurs dans le détail, la conclusion de tout ça, c'est quand même de dire que la diversification, y compris sur les SCPI, c'est quand même un axe essentiel. Soit vous le faites, vous, conseiller en gestion de patrimoine dans vos allocations, en prenant des SCPI, on va dire entre guillemets purs dans leur secteur d'activité, ce qui est une démarche, et en accompagnant le discours auprès de votre client en disant là, par contre, faut proposer plusieurs lignes. Soit vous faites confiance à des grosses SCPI qui vont avoir tendance à proposer cette diversification. Parce qu'il n'y a pas un secteur qui nous semble, alors peut-être à part le tourisme qui est vraiment en recovery, mais sinon tous les autres secteurs, si on prend dans le détail pour chacun des secteurs, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Donc il n'y a pas un secteur magique par rapport aux autres sur lequel il faudra absolument se ruer sur l'année 2024. Allez, on va lancer la deuxième question, le deuxième sondage. Euh, qui est plus sur votre sensation à vous, CGP et professionnel de la gestion de patrimoine. Qu'avez-vous retenu de l'actualité des SCPI sur l'année 2023? Alors, on en a évidemment toujours un petit peu caricatural, mais la baisse des valeurs de part, bien sûr, parce il y a un certain nombre d'acteurs qui pensaient que ce n'était pas possible que les parts baissent, que les barres puissent baisser. Si, elles ont baissé. Business as usual, le marché a des hauts et des bas, mais rien de grave sur le long terme. Et la liquidité n'est pas assurée sur les fonds immobiliers ouverts, à n'en pas douter, le pire est à venir. Allez, on va vous laisser voter. Bon, la baisse des valeurs de part, effectivement, a marqué tout le monde. Les liquidités sont pas très loin derrière. Bon, a priori, c'est les baisses de valeur de part, mais ça se tient avec les liquidités. Et les liquidités, c'est effectivement un élément qui est assez intéressant à regarder et on va s'y intéresser puisque nous, on suit ces indicateurs depuis un certain temps. Bon, globalement, quand même, les baisses des valeurs de part, c'est ce que vous allez retenir de l'année 2023. OK, on ne peut pas vous donner tort parce qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont bien baissé. On va quitter la présentation PowerPoint et puis on va se basculer dans les outils qu'on met à votre disposition et qui sont disponibles directement sur le site deepinvest.fr. Alors là, on a version grand compte qui peut servir pour les utilisateurs un peu avancés. En version standard, vous aurez moins d'écran, mais ça sera tout aussi intéressant. Alors, ce qu'on dit à chaque fois, alors vous allez voir, il y a plein de petits écrans, mais on fait des zooms après, donc derrière, comme ça permet de… Voilà. Ça, c'est le nombre de SCPI qu'on suit, nous, dans nos bases de données. Donc, on fait l'année 2022, l'année 2023. Donc, pour vous dire que, globalement, on a quand même une augmentation continue du nombre d'acteurs sur le marché, du nombre de SCPI présentes. Et vous allez à chaque fois avoir une différence entre les premiers, troisième trimestres et deuxième et quatrième trimestre. Pourquoi? Parce que la publication n'est pas rendue obligatoire pour les fonds. Ils ne sont pas obligés de publier tous les trimestres. Alors, c'est un petit peu dommage pour la transparence du marché, mais voilà, ce qui fait que c'est pour ça que c'est intéressant de suivre les deuxième et quatrième trimestres, parce que là, pour le coup, tout le monde publie à minima au semestre, et donc vous voyez globalement qu'on est à la fin 2023, on a récupéré 107 SCPI de rendement, et il nous manque encore quelques SCPI dites fiscales, donc ces SCPI fiscales, elles publient toujours un petit peu en retard, l'essentiel en termes de capitalisation, ça va pas changer radicalement les choses, on a 98 ou 99% du marché des SCPI de rendement. Alors, ce qui est intéressant de regarder, vous voyez que globalement, la baisse des valeurs de part a eu un impact extrêmement fort sur le marché, puisqu'on est passé d'un marché au deuxième trimestre 2023 qui était à 89 milliards, 88 960 exactement,
et il est tombé à 85 milliards, à 85 400 exactement. On a quand même assisté à une destruction de valeur qui est, pour le coup, sans précédent sur le marché depuis au moins une dizaine d'années. Alors effectivement, bah, c'est logique, hein, puisqu'on a eu des fonds qui ont baissé leur valeur de part. Alors, on va le regarder ensuite dans le détail, mais cette destruction de valeur, elle n'est pas équirépartie, et c'est-à-dire que tout le marché n'a pas baissé ses parts, et donc il y a des grands, on va pas dire perdants, mais il y a des grands acteurs qui ont très fortement baissé et d'autres qui ont réussi à maintenir, et quelques-uns qui ont même réussi à augmenter leur valeur de part. Alors, ce que tout le monde regarde, pourtant nous, ce qu'on trouve comme un indicateur un petit peu, on va dire, faible en termes d'analyse, c'est le taux de distribution qui a été, dont son mode de calcul a été modifié dans l'année 2023. Globalement, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? Bah, vous voyez qu'on était à 4,83 en termes de taux de distribution sur le deuxième trimestre, 4,85 sur le quatrième trimestre. Alors, c'est assez logique, hein, puisque les valeurs de part ont baissé en cours de route. Donc, quand vous baissez les valeurs de part, comme c'est un ratio entre la valeur de la part et puis le montant de dividende qui est distribué, même si le montant de dividende ne bouge pas, ben, mathématiquement, ça va faire un peu monter le taux de distribution. Donc, globalement, et c'est quand même voilà, le premier élément, donc ça répond à la première question qui est de dire, bah oui, les SCPI de rendement, elle délivre du rendement et elle continue à délivrer du rendement. Jusque-là, on n'est pas surpris, mais c'est quand même important de le rappeler. Alors, effectivement, c'est du rendement brut, mais le rendement est quand même particulièrement stable sur toutes ces années passées. Si on regarde maintenant le taux d'occupation financier, c'est les deux grands indicateurs dont on va vous parler pour l'ensemble du marché, puis après on va plonger un peu plus dans le détail. Le taux d'occupation financier, c'est la capacité du gérant à louer le matériel pas le matériel, mais l'immobilier qu'il achète. Et là, en l'occurrence, on se retrouve à avoir un taux qui est extrêmement stable, 93,32 au deuxième trimestre, 93,35. Et puis, vous voyez, si on met l'année passée, on était globalement autour des 93. Donc, bon, globalement, pas d'écart substantiel. Alors, on verra tout à l'heure, quand on regardera par secteur d'activité, qu'il y a eu des dynamiques qui étaient un petit peu différentes en fonction des secteurs. Mais bon, voilà, globalement, on n'est pas sur des choses qui ont radicalement changé. Alors, ensuite, et c'est là où on va commencer un peu à rentrer dans le détail, si on s'intéresse maintenant à l'histoire de ce qui s'est passé pour les gérants, alors attention, ces chiffres, ils sont calculés sur une année. On a fait une photo d'une année sur l'autre. Et pourquoi je dis attention? Parce que entre le premier semestre 2023 et le deuxième semestre 2023, les places ont été quand même assez chamboulé. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Bon, la française c'est le premier du marché depuis un certain temps, avec à la fois énormément de fonds qui gèrent et aussi des très gros fonds, on verra ça juste après, et donc quand même une relative stabilité de leur capitalisation. Alors, c'est quand même un peu l'arbre qui cache la forêt, parce qu'ils ont fait aussi des baisses de valeur de part, et donc à l'intérieur de cette presque petite croissance de capitalisation, hein, vous voyez 100 millions, c'est quand même assez modeste pour un gérant qui fait plus de 11 milliards. Globalement, il y a une certaine différence entre les fonds les uns avec les autres à l'intérieur pour ce gérant. On va voir ça juste après. Et puis, il y a quand même des gérants qui, malgré une première partie d'année 2023 qui était extrêmement bonne, Primonial en l'occurrence, ou Amundi en l'occurrence, vous voyez que la marche, en fait, l'écart entre la fin du dernier trimestre 2022 et le dernier trimestre 2023, la marche est extrêmement violente pour des gérants comme Amundi ou Primonial, alors, particulièrement Amundi. Ils ont très fortement déprécié leur valeur de part et globalement, en termes de collecte, on verra ça après, ils font du surplace depuis qu'ils ont baissé leur valeur de part. Donc, les places les premières places pourraient être redistribuées à l'occasion de cette crise. On voit que Sofidy arrive un peu à tirer son épingle du jeu. BNP a aussi vraiment fortement dégradé sa position. Et on a, alors attention ici à EW qui a très fortement baissé ses parts, mais qui a fusionné des fonds les uns avec les autres. On regardera ça dans le détail, parce que globalement, ils sont pas en croissance extrêmement forte. Et on a par contre des acteurs qui ont
un acteur qu'il faut quand même noter, qui est en croissance quand même extrêmement sensible, même si elle est moins forte, mais extrêmement sensible tout de même, Quorum, qui arrive à collecter sur ces 3 fonds de manière extrêmement substantielle. On va le voir dans le détail juste après. Donc ça, il faut quand même le noter. Perial est dans la veine de, parce qu'ils ont aussi passé des dépréciations, enfin des baisses de valeur de part. Et puis on a Eurial. Alors là, c'est pareil. Hein, on a une photo sur une année. 2,8 milliards, 3,2 milliards, 500 millions sur une année, c'est extrêmement fort. Oui, mais on verra juste après que la croissance était très forte au premier semestre 2023 et ça s'est quand même largement réduit sur les trimestres de 24. Alors, je ne vais pas tous les faire, mais quand même intéressant de regarder. Alors, on a ici évidemment Activimo qui reste très dynamique. Puis on a des plus petites capitalisations jusqu'à présent, du type Sogenial, des gérants comme Sogenial ou Iroko, et qui sont vraiment, qui ont fait vraiment des progressions très substantielles. Et je pense que vraiment, ce qu'il faut regarder aussi de près, c'est Remake qui a vraiment fait une très forte collecte sur la dernière partie d'année. Et donc c'est voilà. Puis des gérants qui apparaissent sur le marché du type Arkea, qui n'avaient pas d'SCPI jusqu'à présent, et qui sont devenus un point. Alors, ils sont évidemment en croissance, mais c'est quand même extrêmement substantiel. Alors voilà pour les gérants. On va regarder maintenant ce qui se passe sur les fonds. Et vous allez voir que, si je regarde par exemple Primovie, c'est là où je vous dis attention entre le premier semestre et le deuxième semestre, parce que Primovie, on a l'impression que la capitalisation a fortement augmenté, mais en fait, c'est surtout sur le premier semestre que ça s'est passé et pas sur les autres. Et donc, il faut regarder cette partie-là. Et puis, vous voyez les fonds Amundi qui ont quand même décéléré extrêmement fort. Et on se retrouve avec des fonds aussi, Primo Pierre qui a baissé ses valeurs de part, Assimo Pierre de chez BNP qui a très, très fortement baissé ses valeurs de part. Et donc, on a quand même un marché qui est en train en termes de capitalisation, qui est en train de fortement être redessiné. Et cette crise vraiment est l'occasion de choses, d'évolutions extrêmement fortes. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur Quorum, mais on voit clairement les performances qui sont là. Attention, cette surperformance-là de AEW Commerce qui est en fait directement liée à la fusion de plusieurs fonds les uns avec les autres. Donc, on a l'impression que c'est une très forte collecte, mais ce qui n'est pas le cas. Et puis, on a, comme je vous disais tout à l'heure, les fonds qui apparaissent sur le marché ou qui sont là depuis un moment et qui ont fait des progressions extrêmement fortes, Iroko par exemple, ou Remake, qui rentrent dans cette catégorie. Alors, dans le détail, j'ai déjà commencé à parler un peu des gérants. On va juste aller regarder ce qui se passe sur les valeurs de part. Alors, on fait ce top 10 qui est toujours intéressant de voir. Alors, bon, vous voyez qu'en termes d'évolution de valeur de part, on n'a pas beaucoup d'évolution à signaler sur le quatrième trimestre, à part Crystal Life, qui est à peu près la seule à s'être singularisé. Et on a des valeurs de part qui sont des baisses de valeurs de part qui sont quand même toujours présentes sur le marché, mais qui sont moins fortes que ce qu'on avait. Hein. Si je vous fais le même graphique du troisième trimestre, la liste était quand même un peu plus fournie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a passé le cap, je pense, parce que nous sommes toujours en attente des valeurs de reconstitution pour la fin 2023, qu'on aura dans les prochains, au mois de mai, à partir du mois de mai. Donc, ne ratez pas notre webinaire du mois de la fin du premier semestre 2024, puisqu'on aura à ce moment-là tous les rapports annuels qui sont publiés, et ça nous donnera aussi l'occasion de mettre à jour nos petits graphiques, dont un qui est plébiscité. Alors, je ne sais plus s'il est ici. Ah non, c'est parce qu'on est au trimestre. On vous montrerai à l'année. On a un petit graphique qui marche plutôt pas mal, qui montre les tunnels de valorisation. Tant qu'on est au topo de marché, on va aller regarder, ce qui s'est passé sur les délais de session et puis sur la collecte. Alors, ce qui se passe sur la collecte, alors bien faire attention puisque la collecte, ça mélange à la fois les évolutions sur la valeur des parts
et puis les éventuels achats enfin, augmentation en nombre de parts. Donc, on mélange les deux à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça nous permet de savoir quand même globalement ce qui se passe. Alors, quand on collecte, bon, bah, le signal est assez clair. Après, derrière, il y a certaines qui sont en décollecte. Mais celles qui sont en décollecte, ça peut être aussi lié à une baisse de valeur de part. Par exemple, FIMO, on a les deux effets qui se conjuguent, mais vous voyez qu'on a quand même encore des baisses de valeur de part. Jeanne et Pierre, on en est au moins au deuxième ou troisième trimestre. Avec alors sur le trimestre où ils ont annoncé leur baisse de valeur de part, bon, clairement c'était l'effet prix était là, mais on a maintenant un effet volume avec les parts qui sont extrêmement sensibles. Puis il faut quand même remarquer, hein, c'est pas pour se faire du mal, mais c'est juste quand même pour montrer de là où on va. Je vous montre les chiffres qu'on avait, oubliés à EW Commerce parce qu'effectivement, cette ligne n'est pas bonne, mais vous voyez qu'on avait des fonds au deuxième trimestre qui collectaient plus de 100 millions. Hein. Et si je regarde maintenant au quatrième trimestre, ce qui s'est passé, il n'y a plus aucune SCPI qui collecte plus de 100 millions. C'est fini. Elles sont pour les plus performantes d'entre elles, donc en l'occurrence les deux Quorum, elles sont à 80 millions. Iroko fait quasiment jeu égal avec Quorum. Quorum, on est quand même sur un véhicule qui approche le milliard. Donc vous voyez que l'augmentation est extrêmement forte pour ces SCPI. Alors c'est toujours pareil, c'est des bonnes nouvelles pour les gérants, puisqu'ils vont avoir plein de sous. Mais il faut faire attention à ce qu'on en fait de ces sous. C'est toujours la même chose parce que, bah, évidemment, ils vont avoir un délai pour placer ces parts, pour placer ces montants qui sont investis. Et donc, il va falloir regarder puisqu'on peut avoir aussi des difficultés à trouver du patrimoine. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ceux qui ont de la trésorerie, ceux qui ont les moyens d'acheter peuvent probablement acheter à bon compte. Ceux qui ont plus de mal et qui doivent se désengager pour rembourser les acteurs qui veulent les associés qui veulent sortir. Il n'empêche, il ne faut quand même pas acheter tout et n'importe quoi. Donc, il faut quand même vraiment regarder de près. Et puis, vous voyez, par exemple, Activimo, on était à des collectes qui étaient quand même extrêmement fortes sur les trimestres passés, qui a très fortement baissé sa collecte, même si ça reste tout à fait substantiel. Hein. On n'est pas en train de dire que ça. Mais le mouvement est quand même. Le mouvement est assez sensible. Je vais vous parler ensuite d'un élément qui nous tient à cœur, puisqu'on est à peu près les seuls à en parler. Ce sont les délais de session. Alors, pour mémoire, les délais de session, en fait, on les calcule tous les trimestres. Et comment est-ce qu'on les calcule? Bah, très simplement, on prend le volume de parts qui sont présentées sur le trimestre et le volume de parts qui sont vendues, et puis on regarde celles qui sont effectivement présentées pour la vente, et puis on regarde celles qui trouvent acheteurs, et on regarde surtout celles qui restent à la fin du trimestre. Et c'est avec cette vitesse, on va dire, de vente de parts sur le dernier trimestre écoulé, c'est ce qui nous permet de calculer ce délai de session. Et donc, vous voyez qu'on a un certain nombre de SCPI qui continuent à avoir des délais de session à zéro. Ça veut dire que globalement, quand vous présentez vos parts sur le trimestre, eh bien, elles sont vendues et vous pouvez vous désengager de ce fonds. Alors, on a tendance à oublier, on avait tendance à oublier, on travaille avec beaucoup de CGP, quand on présente, nous on calcule ce ratio depuis qu'on a mis nos outils en ligne, c'est-à-dire depuis 2019. Alors c'est vrai que quand tout allait bien, bah, tout le monde était à zéro et puis tout le monde disait, bah, regardez, c'est pas un sujet. Oui, alors on va passer à la deuxième colonne juste après. Vous verrez que c'est quand même un sujet et c'est un calcul qui est un petit peu comme la température, hein, c'est-à-dire que bah, vous avez un moment où vous pouvez avoir une poussée de température qui monte extrêmement vite, et puis le trimestre d'après, parce que vous avez beaucoup collecté et qu'il y a moins de gens qui ont présenté les parts à la vente, bah, finalement ça peut se résorber. Donc c'est pour ça que c'est pas non plus un indicateur absolu, mais quand même cet indicateur qui est utilisé dans notre algorithmie et dans nos scores, et vous voyez que globalement on a on va dire une cinquantaine de SCPI qui affichent des délais de session à zéro. Ça veut dire que le second marché fonctionne plutôt bien. Si on passe côté gauche, on va se retrouver avec des délais de session qui sont calculés avec la même méthodologie pour toutes, et puis on voit des délais de session. Alors, on en a qui sont habituels. Hein, Patrimo Commerce, ça doit faire à peu près 2 ou 3 ans qu'elle a des délais de session qui sont au-dessus de la centaine de mois. Bon, là, évidemment, en période de crise, on est passé à plus de 200 mois. C'est bien 200 mois. Ça veut dire que globalement, vous ne pouvez pas vendre vos parts. Voilà. Sauf
des accords spécifiques, où vous baissez, vous acceptez de brader très fortement vos prix, mais ça veut dire que sur un certain nombre de ces fonds, et vous voyez que globalement, on se retrouve quand même à en avoir beaucoup. Je prends la même photo au premier trimestre de l'année 2023. Vous voyez que j'avais, bon, globalement, une petite dizaine de SCPI qui étaient avec des délais de cession qui étaient extrêmement élevés. Patrimo Commerce était dans les plus importantes. Et puis, vous aviez ici, vous voyez, toutes les SCPI où ça se passait plutôt normalement. Un an après, on n'est pas tout à fait dans le même, on n'est pas tout à fait dans le même marché. Le marché a vraiment tourné et on se retrouve à avoir un délai de cession. Alors, on a exclu, alors les 9 999, c'est pas parce qu'on calcule mal, c'est qu'on peut pas calculer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des parts qui ont été présentées à la vente sur le trimestre, mais il n'y avait pas d'acheteur. Voilà, donc c'est un marché qui est illiquide par construction, même si quand on est à 2000 mois sur Crédit Mutuel, pas particulièrement liquide, mais là en l'occurrence, on peut vraiment pas calculer puisque derrière, il y a pas de parts qui ont été achetées du tout. Donc on peut même pas calculer de vitesse puisqu'il y a pas de second marché sur celle-là. Donc en excluant celles qui ont des scores comme ça, on est à un délai de cession moyen sur le marché qui était à 66 mois. On était à 4 mois à la fin de l'année dernière. Donc, à la fin, pardon, 2022. Donc, vous voyez c'est un sujet, les délais de cession et la liquidité, et on va voir comment ça se passe en termes de secteur d'activité. Je vais aussi vous parler d'un dernier élément alors on va faire le focus pardon, par secteur d'activité. Alors, si je prends ici, attention les chiffres, ça fait peur, mais c'est juste pour vous montrer quand même en termes de qui est le plus important sur le marché. Les bureaux, ça reste l'essentiel de la capitalisation, 55 milliards de capitalisation quatrième trimestre. On a les commerces et puis on a quand même cette dimension santé, éducation qui est maintenant devenu le troisième secteur avec les commerces qui se sont bien étudiés. Et je me suis trompé, pardon. C'est pas les commerces, le deuxième, c'est la dimension diversifiée. Alors, ce sont les secteurs classés et donnés en classification par la SPIM qui essaye de mettre un petit peu d'ordre parce que en fait, dans l'idée, c'est de clairement identifier les acteurs. Donc nous, on regarde aussi en termes de patrimoine là où les emplacements sont, là où le patrimoine immobilier, quelles sont les activités du patrimoine immobilier, mais on a repris les critères de la SPIM parce que ça permet d'être un petit peu, on va dire, objectif. Donc, vous voyez que globalement, les bureaux restent extrêmement présents, mais on a des secteurs qui profitent des dynamiques qui sont extrêmement différentes. Et évidemment, comme les baisses de capitalisation ont été beaucoup plus importantes sur les secteurs des bureaux et des commerces, vous voyez clairement que ce qui est en train de se passer, c'est que, bon, alors, ils sont très, très en avance, hein, mais les bureaux se font grignoter et c'est comme ça que les commerces ont réussi à passer en quatrième position derrière santé et les SCPI diversifiés. Donc, tendance de fond extrêmement intéressante. Et puis, si on va regarder aussi cette dimension-là, alors pour le coup, sur tout ce qui va être l'évolution du nombre de parts sur le marché. Donc, vous voyez globalement combien est-ce qu'on a de parts qui sont présentes dans l'ensemble des fonds. Alors, vous voyez que globalement, le nombre de parts, il est relativement stable, hein, 174 millions de parts sur le marché. On est à 175 millions, donc 174, c'est les arrondis qui font le changement. Mais globalement, on a toujours des parts qui continuent à se créer sur le marché. Alors ça, c'est un petit côté, bon, ça donne la taille globale du marché. Alors ce qui est quand même intéressant à regarder, hop là, pardon, excusez-moi, je vais me remettre en plein écran. Ce qui est intéressant à regarder, c'est que sur ce marché global, on va regarder ici cette dimension-là et plus spécifiquement, quels sont le nombre de parts moyens qui sont en attente sur le marché. Et là, ça nous donne vraiment un indicateur de ce qui peut potentiellement être en train de se dérouler. Et là, le graphique est assez éloquent. Je vais quand même le commenter parce que j'aime bien commenter les choses, mais le graphique est assez éloquent. Vous voyez que sur l'année 2022, on avait globalement un volume de parts en attente qui se comptait, qui était autour des 10 000. Et alors, on la voit la vague, hein, je veux dire, personne ne peut dire qu'il n'y a pas de vague, c'est-à-dire qu'on a fait du x10 sur le marché, hein, entre ce qui se passait au quatrième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2024, on est passé de 10 000 parts qui étaient disponibles
à, vous voyez, parfois 100 000. Et alors, là où c'est assez critique, c'est que si on regarde le segment des bureaux, là où il y avait des parts en attente, on était à 4 000 et on est passé à 114 000. Donc vous voyez qu'on est, enfin, donc pour répondre à la thématique du webinaire, c'est plutôt un SCPI Go, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui ont voulu se désengager, mais si elles sont en attente, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu le faire. Donc c'est quand même un élément assez structurant, ça veut dire que globalement, il va falloir résorber tout ça. Donc la seule manière de résorber pour un gérant, c'est de collecter, et donc effectivement d'aller, trouver, des relais de croissance à sa collecte pour pouvoir écouler ce marché. Alors, 2 possibilités, toujours pareil, enfin, il y en a plusieurs, mais plusieurs lectures qui peuvent se faire. Mais une lecture, c'est de dire: «Ouh là là, c'est la catastrophe», ou une deuxième lecture, c'est de dire: «Il va y avoir des opportunités pour rentrer sur le marché». Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui vont vouloir se désengager. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir se désengager à tout prix ou pas? Ça, nous, on n'aura pas la visibilité là-dessus, puisque ce sont les gérants qui gèrent leur second marché. Mais globalement, ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'il va y avoir des choses à faire sur cette dimension-là. Je vais, alors après, juste pour terminer sur ces délais de session, parce que c'est aussi extrêmement critique. Vous voyez qu'on était sur des délais de session moyens sur le marché, qui étaient autour de la dizaine, quinzaine de mois selon les secteurs, et on a, vraiment, un délai moyen pour les bureaux. Donc une fois encore, on parle d'un secteur qui est quand même très, très gros, hein, qui a été multiplié par 3 entre le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2023. Les délais moyens de cession pour l'ensemble des SCPI identifiés bureaux, c'était 4 mois, et on est passé à 12. Alors la grande barre aussi ici, là, c'est la partie commerce. On était à 18, et puis on est passé à 50. Donc il y a un sujet clairement sur les délais de cession. Il y a un sujet clairement sur le second marché. Après, derrière, il faut toujours regarder comment est-ce que tout ça va pouvoir être interprété par l'ensemble des gérants, et surtout comment vous allez pouvoir le décliner. Alors, c'est là où je vais quitter notre outil. Je vais vous en présenter un autre, qui va pouvoir vous servir justement à faire ces arbitrages, parce qu'il y a des arbitrages à faire clairement, soit à se renforcer sur des lignes si vous avez des clients qui veulent effectivement, qui sont rentrés il y a un moment et qui peuvent éventuellement, rentrer aussi, parce que ça peut être un bon moment aussi pour rentrer sur cette partie-là. Donc ça, c'est notre outil d'allocation de portefeuille qui est disponible maintenant depuis, on a passé 2 ans, et ici, vous allez avoir en fait la possibilité, alors soit alors on peut importer, hein, les portefeuilles que vous avez, on importe d'O2S, on importe de diverses plateformes, ou de vos Excel aussi, parce qu'on a la capacité aussi de faire ça. Et ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que quand vous aurez apporté vos portefeuilles, vous allez directement avoir en fait une synthèse, qui va se matérialiser automatiquement. Et en fait, on va injecter les analyses qu'on fait là, que j'ai fait un peu au cas par cas. Vous allez directement pouvoir les injecter dans les portefeuilles que vous gérez. Donc là, voilà, j'ai ma liste de portefeuilles, et vous voyez que pour chaque portefeuille, alors j'ai la perf globale du portefeuille, ça, je pense que vous l'avez. Je vais avoir aussi, on peut revenir dessus au travers de vos questions si vous le souhaitez, nos indices, nos scores de performance financière et de performance durable. Score de performance financière qui n'est pas encore mis à jour, mais qu'on mettra à jour avec les chiffres du 4e trimestre. Et puis score de performance durable qui peut vous permettre de remplir votre devoir de conseil sur cette dimension ESG. Et ici, vous allez avoir globalement, dans les points d'attention sur le portefeuille, on va vous dire, attention, il y a quelque chose à regarder sur ce portefeuille. Alors là, j'ai un portefeuille, il y a souvent des choses à regarder sur les portefeuilles. Et si je prends dans le détail, j'ai créé un petit webinaire. Alors, je vais chercher mon webinaire. Hop, je cherche mon portefeuille webinaire, parce que vous pouvez le trouver. Voilà, il est là, toc. Alors, je peux le créer avec n'importe quel SCPI du marché, hein, en l'occurrence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je vais avoir automatiquement en fait une lecture et une analyse, un filtre automatique qui va se faire sur les portefeuilles qui sont disponibles. Et dans mon portefeuille, je vais avoir, par exemple, Crystal Rent, j'ai pas de sujet sur les évolutions de valeur de part, la liquidité. J'ai un sujet d'endettement, et puis globalement, il y a de la trésorerie dans le fond. Alors attention, sécurité, trésorerie et évolution potentielle de la valeur de la part, ce sont des calculs qui sont réalisés par rapport à la situation par rapport aux informations qu'on a disponibles. Donc là, en l'occurrence, c'est les rapports annuels
2022. On attend les rapports annuels 2023 et ça sera automatiquement mis à jour dans l'ensemble des calculs. Et puis vous allez avoir, donc, par exemple, là, Génépierre, vous voyez que c'est en noir depuis la fin de l'année dernière, en fait, hein, parce que globalement, il était annoncé dans les chiffres du 31/12/2022. Alors tout le monde ne venait pas forcément le voir, mais il était annoncé qu'il y aurait une baisse de valeur de part. Et à chaque fois que vous avez ces petites couleurs, ça va vous permettre d'aller regarder ce qui se passe dans le détail. Alors après, vous allez, pour essayer de comprendre ce qui se passe, on vous fait les calculs, on vous mâche un peu le travail, mais après, il faut aller analyser exactement, en prenant le baromètre des SCPI, d'aller regarder exactement ce qui peut se passer et pourquoi est-ce que c'est positionné en noir. Vous voyez que Pierre Santé, par exemple, pour donner deux, trois exemples, Pierre Santé, nous, en termes de valorisation de valeur de part, on maintient qu'elle est passée en zone orange, c'est-à-dire que ils ont réalisé une augmentation de valeur de part l'année dernière. Bah, peut-être qu'ils n'auraient pas dû, vu la conjoncture, parce qu'ils se retrouvent à être dans le tunnel de valorisation. Ils ne sont pas encore en zone rouge, hein, clairement, hein, on est en zone orange, jaune orangé, donc zone d'attention, mais ça veut dire que globalement, y a quand même un point d'attention à regarder là-dessus. Puis vous voyez que pareil, Rivoli, par rapport aux chiffres de 2022, c'était déjà annoncé. Donc là, on va voir 2023, ça va se mettre automatiquement à jour, mais ce sera intéressant parce qu'en fonction de ce qu'il y aura 2022, vous pouvez faire et analyser l'ensemble de vos portefeuilles en quelques clics pour ensuite avoir la possibilité de faire des arbitrages ou au moins d'appeler vos clients pour leur faire un petit mail pour leur dire voilà, est-ce que vous voulez qu'on échange sur cette thématique. Je pense que ça peut être intéressant. Et vous pouvez aussi, je vais terminer par là, vous pouvez aussi trier les portefeuilles, ceux qui sont à risque et ceux qui ne le sont pas. Donc là, c'est quand même plutôt intéressant parce que ça va vous permettre de regarder. Bon, j'ai trié par les risques, ils sont tous un peu à risque, hein. Non, il y en a quand même quelques-uns qui ne le sont pas. Voilà, bah, derrière, je vais pouvoir regarder et puis après, simplement aller regarder en différentiel ce qui peut se passer. J'en ai fini avec la présentation. Je vais voir, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certains éléments qu'on a peut-être abordés trop rapidement? Alors, bah, oui, il y a des SCPI en vert, effectivement. Alors, c'est toujours pareil, on a toujours des points d'attention parce qu'en fait, bah, je vais vous donner un exemple. Quorum, aucun problème de liquidité. A priori, sur les valorisations de valeur de part sur Quorum Eurion, il y a pas de problème de liquidité, de valorisation de valeur de part non plus, mais on indique quand même qu'ils ont une trésorerie qui est à zéro, parce que vous savez que c'est un choix de gérant. Alors après, il n'est pas à nous dire s'ils ont raison ou s'ils ont tort, mais il y a un choix de gérant qui est de dire, par exemple, bah, les SCPI Quorum, elles n'auront pas de report à nouveau. Voilà. Et ils distribuent tout ce que la SCPI génère sur une année. C'est un choix de gérant. A priori, ça ne leur a pas empêché de passer les crises plutôt avec brio. Alors nous, on n'est pas là pour dire bah, c'est une stratégie qui est potentielle. Il reste que quand même la trésorerie, normalement, c'est quand même assez intéressant d'en avoir, mais en l'occurrence, les faits leur donnent plutôt raison, puisqu'ils ont réussi à passer les crises géopolitiques Covid avec plutôt brio. Donc voilà, on n'est pas non plus absolu. Puis on a quand même un enseignement qui est assez intéressant. On pensait que les grosses capitalisations passeraient sans trop de problèmes les crises de liquidité potentielles sur les SCPI. Et bah, le problème, c'est que ces grosses capitalisations, elles ont fait appel probablement enfin, ça c'est notre explication, mais à beaucoup d'assureurs vie et elles se retrouvent quand même à avoir des soucis de liquidité, ce qui est quand même, quand vous avez des fonds à 4 milliards de capitalisation qui ont des problèmes de liquidité, ça pose quand même question. Donc oui, il y a des SCPI qui peuvent être dans le vert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous êtes moins timide, vous pouvez aussi ouvrir vos micros pour les poser directement en fonction. Bon, pas de questions. Si vous avez besoin d'éléments complémentaires, vous n'hésitez pas, on est là, vous nous envoyez un petit message. contact@diptinvest.fr. Si vous avez besoin d'aide, entre guillemets, pour faire vos allocations et vos analyses, on a les outils pour le faire. On peut vous faire des démonstrations, on peut aussi faire des périodes de test en usage complet. Et puis, on va se retrouver. Alors, le mois prochain, on va faire un focus SCPI européenne avec un petit titre provocateur. La France, c'est fini. Vive les SCPI européennes. Et on aura un invité pour l'occasion qui sera Advenis et qui viendra nous parler de ses investissements en SCPI à dimension européenne.